À quelques semaines de la tenue en Égypte de la COP27, l'Afrique se concerte pour discuter des menaces et des opportunités liées au changement climatique, en ne contribuant qu'à moins de 4% aux émissions mondiales liées à l'énergie, mais en subissant de graves conséquences. L'Afrique vit les effets du changement climatique comme une injustice. Dogadogui, bonjour. Bonjour. Vous avez pris part à Libreville aux travaux de la Semaine africaine du climat, rendez-vous régional institué lors de la COP26 tenue à Glasgow l'année dernière. Quelles sont les principales leçons des assises de Libreville? À Libreville, gros rassemblement d'entreprises, d'institutions, d'États africains, avec, j'allais dire, une constante. L'Afrique doit arriver et parler d'une seule voix à la COP, à Sharm el-Sheikh. Et je crois qu'il y a encore quelques semaines pour arriver à coordonner, concerter les dernières vues, parce que l'Afrique subit le changement climatique. Et vous l'avez dit, l'Afrique n'est pas celle qui émet le plus de gaz à effet de serre, et pourtant, elle a besoin de parler haut et fort, avec une voix unique, pour éviter qu'elle soit, comme d'habitude dirais-je, le dindon de la farce. Inaudible. Oui, parce que l'arrivée en version, j'allais dire, dispersée, le fait que, et je l'ai déploré, il n'y a pas eu vraiment de présence massive de délégations à très haut niveau des Africains à cette semaine africaine du climat. Le Gabon a très bien fait les choses, les institutions internationales étaient présentes, et je dirais que les débats, les organisations, les institutions ont pointé du doigt une chose, c'est qu'il est temps que la COP, notamment la COP africaine, soit une COP de résultats. On a assez fait des incantations par-ci et là depuis la COP de Paris, et aujourd'hui, il faut faire en sorte que le 1,5 degré du climat qu'on nous projette et qui est le maximum soit respecté, et qu'il y ait surtout des compensations sonnantes et trébuchantes pour l'Afrique, qui est une partie du poumon pour le monde, sans en avoir les compensations. Alors ce sera donc la COP des solutions, comme vous dites. Quelles sont les solutions innovantes qui devraient permettre au continent de lutter contre le réchauffement climatique sans hypothéquer son développement? Mais la première chose, c'est qu'il faut tenir compte des communautés, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans les communautés les plus reculées, il y a des solutions entreprises par les communautés elles-mêmes dans la proximité. Et elles ne sont pas écoutées, elles ne sont pas représentées. Donc aujourd'hui, faire en sorte que la manière de s'alimenter, de puiser l'eau, d'avoir de l'énergie sans trop impacter sur la planète, il y a des solutions entreprises par les communautés elles-mêmes. Et il faut, premièrement, faire en sorte qu'elles soient, répercutées au niveau mondial. Deuxièmement, il faut que la solution africaine, encore une fois, il faut qu'on arrive à la concertation, soit une solution qui tienne compte, aujourd'hui, dans un marché qui s'appelle le marché carbone. L'Afrique n'est pas émettrice, et pourtant, elle devrait être la première à récupérer dans les fonds carbone, donc c'est-à-dire cette compensation financière, avec notamment le bassin du Congo. On ne peut pas continuellement demander et ne pas recevoir. Il faut donc exiger. Au Gabon, pays qui accueillait donc cette semaine africaine du climat, les forêts occupent 90% de la surface du pays. C'est d'ailleurs le pays le plus boisé de la planète. Tout à fait. Comment gérer la protection des forêts alors que jusqu'ici, les financements pour accompagner les pays les moins pollueurs n'ont pas été garantis? Le premier pays qui a mis en place, une loi, un ministère de l'Environnement, puis une loi climat en Afrique, c'est le Gabon. Et aujourd'hui, la gestion de la forêt est une gestion concertée. La forêt, elle reste un bon puits pour le carbone, pour le CO2. Mais encore faut-il la gérer, parce qu'on ne peut pas dire qu'on laisse la forêt elle-même faire son équilibre. Il faut aussi pour ça. Et aujourd'hui, le gouvernement gabonais, avec son ministre Eli White de l'Environnement, fait un travail extraordinaire avec une humilité. Parce que ce que j'ai compris et vu pendant cette semaine africaine du climat, c'est que la délégation gabonaise a dit aux Africains, ce que nous faisons ici peut être un bon exemple. Nous ne sommes pas les leaders, nous ne prétendons pas être les leaders, mais nous avons peut-être des exemples dans la gestion de la biodiversité, dans la gestion de la forêt, dans l'exigence que nous apportons dans la négociation. Aujourd'hui, le Gabon va être le premier pays à avoir, une rétribution carbone du monde entier, parce qu'il y a eu un travail de fait. Et chaque pays africain devrait
contribuer, participer à cette négociation en mettant en avant, encore une fois, des exigences en face de ce qu'elle apporte à la planète entière. Alors vous parlez de chaque pays africain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il y a un réflexe changement climatique dans les États? De mon point de vue d'observateur, je n'ai pas vu une présence forte au niveau des ministres de l'Environnement, au niveau des chefs de gouvernement africains à cette semaine du climat. Et pourtant, elle était cruciale puisqu'elle Vous avez est le la sentiment semaine... que c'est encore l'affaire des autres? J'ai le sentiment que souvent l'Afrique part en disant nous allons essayer de négocier, de tirer quelque chose, quelques subsides pour nos écoles, etc. Alors que là, il y a moyen d'aller à la confrontation, c'est-à-dire à une négociation vive entre partenaires, on peut négocier, et on a des atouts. Et ces atouts-là, il ne faut pas attendre que ce soit les organisations internationales, y compris la COP elle-même et les Nations Unies, le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui le défendent. Ils ont été très... Dans chaque session, on voyait bien que les institutions poussaient pour que l'Afrique prenne sa place. Mais il n'y a pas mieux comme porte-parole que les Africains eux-mêmes pour l'Afrique. Et il faudrait que l'Égypte est prête dans cette COP. Les ambassadeurs de la COP et le président de la COP a pris des positions. Je pense qu'il va y avoir une coalition, peut-être Rwanda, Kenya, RDC, Gabon, l'Égypte, les autres m'excuseront, mais je dirais qu'il y a une dizaine de pays qui sont en pointe. Il faudrait que les autres se réveillent. Il n'est pas tard. Vous le rappeliez tantôt, depuis l'accord de Paris, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il faut des actions audacieuses, fondées sur le principe de l'équité pour protéger les populations les plus vulnérables. Quelques années plus tard, ces bonnes intentions ne sont suivies d'aucun effet, surtout sur le plan financier. Pour le GIEC, l'inaction sera plus coûteuse que les mesures prises pour atténuer les effets du changement climatique. Que faut-il faire puisque le temps presse? Je crois qu'il faut considérer, et moi c'est mon vœu et on y travaille, que dans chaque pays africain, le climat soit décrété grande cause, pour que l'ensemble de la politique gouvernementale de chacun des pays soit aligné à l'aune du climat. Parce que le climat, en tout cas les désastres que nous vivons, ne sont pas uniquement une question environnementale. C'est une question de gestion des ressources, bien sûr, une question d'alimentation, une question de gestion des transports, et au final, une question du cadre de vie. Et au-delà des populations les plus vulnérables, parce qu'elles sont en dessous de l'eau, elles peuvent être immergées, parce qu'il y a des migrations intérieures climatiques dramatiques, mais il y a aussi le développement. Et donc, pour une croissance inclusive, il faut dès maintenant se préoccuper de chaque aspect des incidences des changements climatiques. Et il me semble, en tout cas c'était mon point de vue, qu'il n'y a pas encore cette alerte-là au niveau de la majorité des pays africains. Chacun doit jouer sa partition. Quel rôle doivent jouer les PME pour atteindre des objectifs de développement durable? Les PME, c'est 90%, 80% j'allais dire, des revenus, des emplois, de l'économie de chacun des pays. Nous, on a tendance à dire, nous, dans l'Union mondiale des PME que je représente, que si nous nous prenons garde, là où se fait l'emploi de proximité, si on y prend garde, c'est là où il y aura demain les crises et un chômage accéléré. Aujourd'hui, les PME, elles ont deux challenges. Le premier, c'est de s'intégrer à l'économie mondiale en faisant des efforts, parce que pour être sous-traitant des gros investisseurs panafricains ou mondiaux en Afrique, encore faut-il avoir fait l'effort de se mettre aux normes dans la manière de travailler. Mais le deuxième aspect, et je le dis, la défense du climat, ce n'est pas une question uniquement des écologistes, avec guillemets. C'est une question d'opportunité économique. Transformer la manière de produire, transformer la manière de distribuer, la manière de consommer, c'est un pan entier de l'économie. Donc, j'allais dire, c'est un gisement potentiel d'entreprise et d'emploi. Est-ce que cette prise de conscience est réelle aujourd'hui sur le continent? Elle est dans certains espaces, une partie de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est surtout. Et il y a encore des pans entiers du continent africain qui n'ont pas encore vu cela. Donc, le travail continue. Et vraiment, je pense que les délégations seront représentées au plus haut niveau à la COP. Il va se passer quelques semaines encore. Et ces quelques semaines-là, c'est pour permettre que chaque pays vienne avec un agenda précis j'allais dire, de ses exigences et de ce qu'elle a prévu de mettre en adéquation entre le programme international et
ses besoins. Et l'intégration africaine, la ZLECAf a été créée, la zone de libre-échange, mais cette zone, elle ne peut être utile que s'il y a d'abord un véritable échange intra-africain, et si ces questions dont nous parlons, c'est-à-dire la façon de transporter, de produire, de consommer l'eau, de planter, hein, on parle souvent d'une agriculture africaine qui n'est pas assez productive, mais il ne s'agit pas de la rendre, j'allais dire, intensive à souhait avec des intrants chimiques. Il y a aujourd'hui, j'allais dire, une tendance bio-naturelle en Afrique, mais on n'a pas, j'allais dire, synthétisé tout ceci, parce que, évidemment, le creuset de l'Afrique, c'est qu'elle est dépositaire d'un certain nombre de richesses pour le monde. Si l'Afrique n'y prend garde, le développement du continent pourra se faire, mais sans les Africains. Et la COP est une chance, c'est vrai, et nous n'avons pas notre chance d'une COP qui se déroule en territoire africain. La délégation et la présidence égyptienne a pris des engagements très forts pour qu'on ait des résultats quantifiables, chiffrés, et je pense que les partenaires du Nord, comme les partenaires de l'Est, je pense à la Chine, j'allais dire, joueront le jeu si en face d'eux, ils ont un continent qui arrive à renserrer, qui est intransigeant dans ses exigences et qui laisse la place à la négociation à partir d'un certain seuil. Voilà, on ne peut pas être à la fois une partie du poumon de l'oxygène pour le monde et un des plus faibles pollueurs, et ne pas faire payer les plus grands pollueurs de la planète, qui, encore une fois, qui sont au nord, à l'ouest et à l'est, parce qu'il y va d'un certain équilibre, et l'équilibre écologique doit se traduire par un équilibre dans les rapports de force, un équilibre économique. Le développement, j'allais dire, il a besoin d'énergie. L'Afrique a besoin de consommer. Et pour son développement, elle ne pourra pas se passer d'une empreinte négative dans les ressources mondiales. Simplement, l'ensemble des autres sphères du monde ont pillé les ressources mondiales pour se développer. L'Afrique doit le faire de façon un peu plus intelligente, mais on ne pourra pas se passer d'avoir une énergie qui permette l'industrialisation, qui permette la transformation de l'économie africaine. Et donc, on doit lui permettre, avec une compensation, et c'est là où on a la négociation carbone, d'avoir un peu plus d'effets au sud, notamment en Afrique, et un peu moins au nord, puisque, je dirais, le nord a déjà mangé son pain blanc. Douga Degui, merci. Merci à vous.